J'ai travaillé dans un camion et j'ai vendu de la lessive Tid dans les souks ruraux du Maroc, en me levant à 4 heures du matin. Dans cet épisode, on reçoit Moncef Belkhayat, un des plus grands entrepreneurs marocains. Il est aujourd'hui à la tête du groupe HNS Invest, qui réalise un chiffre d'affaires de près de 4 milliards de dirhams, présent dans de nombreux secteurs au Maroc et à l'international. Je serai très cash. On ne peut pas s'enrichir en étant salarié, même si vous gagnez 30 000 $ par mois. J'étais le plus jeune directeur régional à l'époque. J'ai géré 110 millions de dollars de business. Dans cet épisode exceptionnel, on revient sur son parcours depuis le lancement de sa société Dislog jusqu'à aujourd'hui. Il nous livre les méthodes qui lui ont permis de développer son groupe et il revient sur son rôle en tant que ministre de la Jeunesse et des Sports. On est une entreprise marocaine, on restera marocain et on portera l'étendard du Maroc et le drapeau du Maroc pour l'éternité. Faire passer un message à la jeunesse au Maroc, on peut y arriver. Cette année, on va lever quand même 1 milliard de dirhams et je vous annonce aujourd'hui que... Moncef Belkhayat, bienvenue. Merci. Bienvenue dans Next Wave Podcast. Je suis très heureux de vous recevoir. Je suis très heureux d'être chez un jeune entrepreneur. J'ai posé des questions avant l'émission ou le podcast. Et je suis heureux de voir qu'on a des jeunes Marocains bien formés, prépa, école d'ingé, école de management, qui ont fait leurs preuves dans le secteur de la finance, du M&A, et surtout qui veulent rentrer au Maroc parce que le Maroc a besoin de ces jeunes et de ces forces vives. Donc bravo pour... on se tutoie. Avec plaisir. Donc bravo pour ton parcours et bienvenue au Maroc très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup, Inch'Allah. Merci beaucoup. Non, on a commencé à discuter avant le podcast. D'abord, merci beaucoup pour cette introduction. Et moi, ce que je te disais, c'est qu'en préparant cet épisode, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le nombre de projets, le nombre d'entreprises que tu as lancées dans les 20-25 dernières années. À la fois la diversité en termes d'industrie, d'entreprise. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir une discussion et aussi peut-être de revenir sur ce parcours avec les succès, les difficultés, les apprentissages, etc. Avec plaisir, et je serai très cash, puisque je vais être très honnête, très direct dans le partage de mon parcours, mais surtout faire passer un message à la jeunesse au Maroc. On peut y arriver. On peut y arriver, il faut être ambitieux, et on peut arriver à créer la valeur pour soi et pour le pays. Donc, on va en parler, on va dire ensemble comment cela s'est fait. Mais il y a des prerequisites, comme on dit en anglais, parmi lesquels le fait qu'il faut bosser dans de grandes institutions et bâtir des relations et des contacts. J'ai eu la chance dans ma vie de travailler 14 ans, 8 ans chez Procter & Gamble, et 7 ans chez Meditelecom, qui était à l'époque Telefonica, Portugal Telecom, Financecom et CDG. Donc, et il y avait même Aqua dans le tour de table. Donc c'était un tour de table assez développé qui m'a permis de tisser des relations avec Natman Benjeloun, avec Aziz Arnouch, avec Moulay Hafid Alami, avec des gens chez Procter qui sont partis dans différents pays dans le monde, que je retrouve aujourd'hui dans ma carrière d'entrepreneur. Donc, en fait, l'un des éléments clés de la réussite, c'est bien sûr Zama, c'est bien sûr Ardat Walidine, c'est bien sûr un peu de chance, mais c'est aussi de savoir construire des relations. Donc moi, quand je vois des jeunes, y compris mes enfants, qui aujourd'hui, à 20 ans, 21 ans, veulent lancer leur entreprise parce que c'est à la mode en ce moment de se lancer très jeune, c'est un modèle qui ne me parle pas. Le modèle qui me parle, c'est de travailler 10-15 ans, construire des relations, du network, parce que ça permet de créer de la crédibilité par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on sait faire, et par rapport aux valeurs. Parce que, in fine, à la fin, le business, c'est quoi? Le business, il ne peut réussir que s'il y a une plateforme de valeurs et de principes. C'est-à-dire la possibilité de construire une image et une relation avec les gens qui peuvent vous faire confiance. Par exemple, la banque, par exemple, un fonds d'investissement, par exemple, des associés
que vous invitez dans votre tour de table, parce qu'à un moment ou à un autre, tu as toujours besoin de cash et d'argent. Donc, voilà un petit peu quelques, je dirais pas conseils, mais quelques éléments d'expérience. Ouais. Non, c'est très intéressant. Moi, j'ai envie de revenir justement sur ce parcours. Peut-être avant d'y revenir étape par étape, ce qui peut être intéressant, c'est de donner peut-être une image d'aujourd'hui du groupe HNS, donc, qui est la holding sous laquelle il y a un certain nombre d'entreprises, dont Dislog, dont Building Logistics, et qui opèrent dans une diversité d'industries, la distribution, la logistique, les médias, la communication, la santé, etc. Peut-être, quelle est la photographie un peu aujourd'hui, on est en novembre 2024, du groupe, et ensuite on reviendra étape par étape. Avec plaisir. En fait, HNS Invest Holding est un holding d'investissement qui est familial. C'est-à-dire que les actionnaires qu'il y a dans HNS Invest Holding, c'est moi-même, mon épouse, mes enfants, mais aussi ma mère, mes frères et sœurs, mes neveux, mes nièces, et puis d'autres membres de ma famille, que je considère faisant partie de ma famille, c'est mon management. Grosso modo, la structure du capital, c'est 67% pour ma petite famille, 10% pour mon management et 23% pour ma grande famille. Donc, on peut dire que, globalement, je contrôle HNS Invest Holding en tant que founder, puisque je suis le fondateur de la société. On a commencé, dans un premier temps, il y a moins de 20 ans, dans les métiers de la distribution. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour y arriver, c'est que j'étais dans une vie corporate. J'étais vice-président de Meditel. Ça se passait très bien. On était à fond dans le sponsoring musical, dans le sponsoring sportif. Meditel était très à la mode à l'époque comme étant un opérateur qui progressait, où c'était sympa d'y travailler. On peut dire que j'avais fait une interview dans l'Économiste à l'époque. La dernière question du journaliste était « What is next pour vous ?» Et j'ai dit la prochaine étape pour moi, c'est de devenir directeur général de Meditel. Et à ce moment-là, vous étiez chez Meditel? J'étais vice-président. Il y avait un directeur général qui s'appelait Ramon Anciso, que Dieu ait son âme, parce qu'il est décédé. Et Ramon a été exceptionnel. Comment il a réagi? Il m'appelait, je me rappelle, le lendemain à 8h du matin. J'étais en train de me raser. Il m'a appelé sur le portable pour me dire « Passe me voir ». Donc je suis passé le voir dès que je suis arrivé au bureau. Et Ramon me dit « C'est quoi cette interview ?» J'ai dit « C'est une interview qui met en avant Medi Telecom ». Et il m'a dit « Est-ce que tu veux me remplacer ?» J'ai dit « Oui, j'aimerais un jour te remplacer, peut-être pas aujourd'hui. » Je pense qu'il ne s'attendait pas à cette réponse. Et en fait, il a réagi de manière extraordinaire. Il a appelé les ressources humaines, il leur a dit « Trouvez un MBA exécutif pour Moncef ». Et c'est là où je suis allé à Harvard. J'ai passé 4 mois à faire des case studies, une centaine, dans le cadre du Senior Executive Program de Harvard. Et je suis revenu de ce programme complètement réinventé, avec un seul et unique objectif, quitter la vie corporate pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, avec des amis à moi, j'ai essayé de réfléchir à la manière dont on pouvait se lancer dans les affaires. Je me rappelle, on faisait des goûters tous les dimanches avec nos épouses, nos enfants. On avait des enfants en bas âge, 1 enfant, 2 enfants. À l'époque, j'avais 30 ans. Et on s'était rendu compte que c'était dur de se lancer au Maroc. Parce que tous les secteurs sont très compétitifs. Sauf peut-être les secteurs où il y a une licence. C'est un peu moins compétitif. Il faut une licence pour opérer. Mais ce qui est compétitif, mais un prérequis qui reste compliqué. La licence. Voilà, c'est ça. Une barrière. Mais, et c'est là où on a couché sur le papier 2 idées de concept. Un concept qui s'appelait Hanouti à l'époque et qui consistait à lancer des magasins de proximité. Donc on avait lancé en même temps Hanouti que BIM à l'époque. Donc là on est en 2004, 2005. Oui.
C'était aussi aux alentours de l'introduction en bourse de la belle vie Carrefour. Et on a lancé Dislog. Et donc, j'ai eu le plaisir, la chance d'être associé sur les deux projets à Atmem Benjeloun à travers Financecom et CNAV, qui était un fonds d'investissement à l'époque, dirigé par Mehdi Tahiri. Et donc, c'est comme ça que l'histoire est née, pour passer par différentes étapes. La première étape, c'est de devenir un distributeur régional, ensuite un distributeur national, c'était en 2015. Ensuite, on a passé une étape qui consistait à devenir un industriel, c'était en 2020. Ensuite, une autre étape qui était celle de devenir un industriel dans les métiers de la santé, en 2022. Et là, maintenant, on est sur la dernière étape qui est celle de nous internationaliser. Le groupe, il est structuré aujourd'hui autour de 4 business units. Une qui s'appelle donc Dislog Group, une deuxième business unit qui s'appelle Building and Logistics Services, une troisième business unit qui est WB Africa, qui est dans la communication, la créativité, les médias et la presse. Et enfin, une quatrième business unit qui est dans le real estate. L'ensemble de ces business units sont contrôlés par la holding d'investissement, donc HNS Invest Holding, et chaque business unit a un positionnement sur le marché. Dislog, son positionnement, il est simple. C'est un développeur et accélérateur de marques, que ce soit des marques propres à nous, des marques qui appartiennent à des partenaires qu'on distribue. Donc nous produisions nos propres marques et nous distribuons les marques de nos partenaires. Et nous opérons seulement dans les métiers de l'hygiène, de l'alimentation et de la santé. Et c'est ce qu'on appelle l'économie de la vie, iqtisad al-hayat. Et donc on peut dire on est un groupe résilient qui tous les jours offre à des millions de consommateurs des produits et des marques de qualité et qui fait que le fait qu'on opère dans l'alimentation, l'hygiène et la santé fait que nous sommes résilients par rapport à toute crise sanitaire, guerre, quelle qu'elle soit, pour pouvoir offrir à nos clients des produits de qualité. Donc Dislog est un opérateur, distributeur, développeur de marques dans l'économie de la vie et qui est donc un opérateur résilient, industriel et dans la distribution. Building Logistics and Services est un opérateur qui est dans la logistique, c'est-à-dire qu'il intègre l'ensemble des éléments de la chaîne de valeur logistique, tels que le freight forwarding, le transit, le transport, l'entreposage et même la customisation des produits. Donc, on peut ramener un produit de Ruanzhou en Chine directement à Agadir et tout le processus de transport, de dédouanement, de stockage et de customisation des produits pour le client est fait dans notre chaîne de valeur. Donc, on est ce qu'on appelle un opérateur logistique end-to-end. Building Logistics, aujourd'hui, est un opérateur qui gère quand même 250 000 palettes spot et qui est en plein développement suite à l'ouverture de capital qu'il y a eu il y a 2 semaines avec l'entrée de IFC et de la Banque mondiale dans notre capital. Le troisième business unit, ou la troisième business unit, c'est WB Africa, qui est un opérateur partenaire de Starcom Mediavest Dubaï et qui nous permet d'être un média buyer, nous permettant d'offrir à nos clients les meilleures stratégies de media buying et d'optimisation de leur achat d'espace, tout en étant aussi dans le secteur de la créativité et du digital, avec beaucoup de digital et de programmatique, nous permettant de pouvoir nous positionner en sachant que nous avons aussi dans ce groupe un pôle presse dans lequel nous sommes associés à CM et qui a consisté à fusionner les titres de Horizon Presse et de Crosswords pour donner 6 publications qui sortent tous les jours, soit en papier, soit en digital. Et enfin, un dernier pôle qui est naissant, qui est celui de Kaya Immobilier, qui nous permet de commencer à faire un peu de lotissement à travers le Maroc. Donc voilà un petit peu
la structure de HNS. Avant de revenir à cet épisode, je voulais vous partager une expérience personnelle. Après avoir vécu à l'étranger, j'ai dû pour la première fois chercher du mobilier au Maroc. J'ai d'abord pensé aux grandes marques internationales, mais on m'a recommandé une marque de mobilier de qualité et fait au Maroc. Cette marque, vous en avez sûrement entendu parler, c'est Sketch Design. J'ai visité leur magasin et j'ai été très agréablement surpris. Ils proposent de la super qualité et à des prix franchement très abordables. Sketch, c'est aussi la plus grande usine de mobilier au Maroc, capable de produire de la qualité à prix compétitif. Et ils sont engagés pour le Made in Morocco. J'ai tellement aimé la marque que j'ai contacté les fondateurs et comme ils ont adoré le podcast, ils ont voulu nous soutenir. Ils ont décidé de proposer à tous nos auditeurs moins 15% sur tous les produits Sketch. Il vous suffira de donner le code NEXTWAVE en magasin. C'est valable jusqu'au 31 mars 2025. Ils sont présents à Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger. Allez aussi sur le site internet sketch-design.ma. Très intéressant, c'est qu'on voit qu'au fur et à mesure du temps, vous êtes développé sur toute la chaîne de valeur, en commençant avec la distribution, et en allant en amont avec la logistique, encore en amont avec l'industrie, en produisant vous-même certains produits, et ensuite en aval avec la communication, les médias, etc. On va revenir sur tout ça, mais peut-être revenons au tout début d'abord, après cette introduction. Vous disiez l'importance de Procter & Gamble dans votre parcours. Oui. Donc un groupe international dans lequel vous avez passé quelques années, un certain nombre d'années, au Maroc, mais aussi en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que vous avez appris dans ce groupe ? Ce qu'il faut savoir, c'est que ma relation avec Procter & Gamble est de maintenant 28 ans. 8 ans en tant qu'employé et 20 ans en tant que distributeur. Je me rappelle, j'ai intégré Procter & Gamble avant d'être diplômé à l'ISCAE. Et donc, j'ai fait un stage à mi-temps. J'avais 21 ans. Et quand j'ai été diplômé, Procter & Gamble m'a offert un job où j'ai intégré le marketing. Et mon père, que Dieu ait son âme, me posait véritablement la question pour me dire est-ce que c'est pas trop jeune pour aller travailler ? Et la réponse de l'ensemble de mes collègues et de mes patrons à l'époque, c'était de dire le meilleur MBA, c'est Procter. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé puisque j'ai passé 4 ans avec Procter au Maroc où j'ai travaillé dans un camion et j'ai vendu de la lessive Tid dans les souks ruraux du Maroc en me levant à 4 heures du matin pour aller accompagner nos grossistes soukiers à vendre du Tid et à mettre en place des opérations marketing push-pull, des animations dans les souks. Ensuite, j'ai travaillé en tant que responsable de la région de Rabat, ensuite Rabat et Agadir. Et ensuite, j'ai géré la partie relation entre le marketing et les ventes. À l'époque, on appelait ça le Customer Marketing Operation. Et en fait, chez Procter & Gamble, on apprend beaucoup de choses. D'abord, on apprend ce que j'appelle la plateforme des principes et des valeurs. Procter & Gamble est une grande compagnie en termes de PVPs. Ces principes et ces valeurs sont des principes de non-discrimination, de non-discrimination religieuse, de non-discrimination par rapport au genre, de non-discrimination par rapport aux origines sociales des gens. C'est une compagnie qui encourage la diversité. C'est une compagnie qui accepte les gens tels qu'ils sont à partir du moment où ils passent un test qui s'appelle le Problem Solving Test. C'est un genre de GMAT. Mais une fois que vous le passez et que vous le réussissez, vous devez passer 5 entretiens et les 5 entretiens doivent être positifs. Donc c'est un processus de sélection qui est très très dur. Maintenant, ce qui est intéressant aussi à Procter & Gamble, c'est qu'on apprend la rigueur, on apprend à écrire, on apprend à raisonner. C'est-à-dire qu'une problématique, quelle qu'elle soit, elle doit être en one-page memo, quelle que soit la problématique. Et donc, un problème qu'il faut analyser, il faut l'analyser en termes de issue sheet et l'expliquer en 3 bullet points pour que votre patron et le patron de votre patron puissent réagir rapidement et arbitrer rapidement.
Donc la rapidité de la décision permettant de pouvoir travailler de manière efficace avec les autres, avec de la bonne communication. Et enfin, Procter & Gamble vous apprend à être un leader. J'ai eu la chance ensuite de quitter le Maroc pour aller en Arabie Saoudite. J'ai passé 2 ans en tant que directeur de la région ouest de l'Arabie Saoudite. Et là, vous étiez très jeune, non? Oui, je suis allé à l'âge de 25 ans. J'étais le plus jeune directeur régional à l'époque. Je gérais 110 millions de dollars de business, une équipe de 100 personnes. J'étais basé à Jeddah. C'était comment, à 25 ans, d'aller, déjà de se délocaliser en Arabie Saoudite? C'était magnifique. De diriger une région comme ça, comment c'était? C'était magnifique et contrairement à ce qu'on pense, la vie là-bas était très sympa, avec une vie dans des compounds pour étrangers, mais en même temps, on faisait des choses extraordinaires. La mer Rouge, avec du scuba diving en mer Rouge, c'est quelque chose d'incroyable. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le côté religieux. Émotionnel. Donc j'ai fait 2 fois le Hajj, en 97 et en 99. Et j'ai dû faire une centaine de Umrah pendant les années où j'étais là-bas. Mais l'expérience qui m'a le plus marqué, c'était... Bon, d'abord, il y a une anecdote religieuse qui est que je la raconterai juste après l'expérience qui m'a le plus marqué. Ouais. L'expérience qui m'a le plus marqué, c'est un job que j'ai eu entre 98 et 2000, donc 2 ans, où j'étais le patron du développement pour Procter en Afrique et au Moyen-Orient. Donc mon job consistait à aller chercher des pays où Procter n'avait pas de distributeur, installer Procter avec des marques, avec un distributeur, avec de la publicité. Donc trouver tous les partenaires. Exactement. Donc j'ai fait ça dans 7 pays. Ça, c'est très, très entrepreneurial. C'est lancer vraiment une activité from scratch dans un pays. C'est ce qui m'a façonné. C'est le fameux MBA dont on parlait tout à l'heure. Ouais. C'est ce qui a façonné ma personnalité. C'est que je suis allé en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Éthiopie, en Syrie, en Jordanie et en Palestine. Et donc j'ai lancé le business de Procter dans ces 7 pays où il fallait trouver, bien sûr avec une équipe de gens et avec d'autres collègues, un distributeur, il fallait sourcer les produits, choisir les catégories sur lesquelles il faut aller, sur les shampoings, les lessives, les couches bébés, etc. Et ensuite, recruter des jeunes locaux, acheter des camions à travers le distributeur, bâtir des relations avec les distributeurs, il vous fait confiance pour investir, etc. Et donc, j'ai été extrêmement ravi de lancer des distributeurs comme Unipal en Palestine, United Palestine, à Ramallah. J'étais extrêmement ravi de développer des distributeurs comme Petra en Jordanie, la famille Joud en Syrie, la famille Hosni Bey en Libye. Bon, beaucoup d'exemples. Mais ce qui est certain, c'est que c'est la première fois de ma vie, dans ma carrière, où pour moi, je savais ce que je voulais faire ensuite. Et quelque part, dans mon esprit, quand je suis allé à Harvard, je suis revenu réinventer pour dire je veux quitter la vie corpo pour me lancer. J'avais envie, quelque part, de ressembler à ces distributeurs que j'avais lancés et que j'avais vus dans différents pays. En ce qui concerne l'anecdote, on va dire, émotionnelle, j'ai eu, dans ma vie, vous savez, dans la vie, quand vous faites beaucoup de choses, il y a toujours des choses qui... Mais le moment le plus fort, c'était en 99. J'étais à Ramallah. J'ai fait la prière d'Il Dor fil Quds. Et ensuite, j'ai quitté Ramallah et El Quds pour aller à Amman. J'ai pris l'avion pour aller à Jeddah. Et je suis allé directement à la Mecque. C'était Ramadan. Et je suis arrivé pile poil avec Salat l'Isha et ensuite Tarawih. À l'époque, c'était un imam très connu qui s'appelait Soudaïsi, qui était l'imam de la mosquée. Et ce qui était incroyable, c'est que j'ai prié donc Quds et à la Mecque le même jour. Et ce qui était incroyable, la probabilité est extrêmement rare, c'est que la première sourate de Imam Soudaïs était Subhanalladhi asra bi abdihi
min Masjid al-Haram ila Masjid al-Aqsa. Donc, Magnifique. en fait, j'ai fait le chemin contraire. Mais c'était pour moi un moment d'émotion très intense et c'était incroyable que la probabilité pour que ce soit cette sourate qui soit utilisée ou dictée Ouais. à ce moment précis. Donc voilà, bon, il y en a d'autres, des anecdotes. Je veux dire, une autre, c'était que j'étais à Amman le jour du décès du roi Hussein Allah yarhamou, de Jordanie. Et j'ai jamais... Je pense que le roi Hussein et Sa Majesté le roi Hassan, que Dieu ait son âme, sont morts à 3-4 mois d'intervalle. C'était deux moments incroyables en termes d'intensité, le huzn de la population. Et donc le janaza de Sa Majesté Hassan II était juste la plus grande que j'ai vue de ma vie, de l'histoire. C'était incroyable, le nombre de leaders qui sont venus pour rendre hommage à Sa Majesté Hassan II. Le roi Hussein, c'était différent. J'étais à Amman. En fait, le ciel est devenu noir. Les nuages sont descendus. On voyait les nuages à 50-100 mètres. Et il y avait une pluie très fine. C'est comme si le ciel pleurait. Et les gens étaient dans la rue, ils pleuraient dignement avec la pluie fine qui tombait. C'était des moments d'intensité. Un moment émouvant. Ouais. Très émouvant. Et puis, bon, il y a d'autres anecdotes un peu moins, on va dire, un peu moins émotionnelles, mais un peu plus difficiles. Par exemple, j'étais à Nairobi. Et j'ai quitté Nairobi pour aller en Tanzanie, Dar es Salaam. Quand je suis arrivé en Tanzanie, il y a eu l'explosion des 2 bombes terroristes contre les ambassades américaines. C'était un moment difficile. Donc voilà un petit peu la vie de quelqu'un qui a 26, 27, 28 ans. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, une expérience très, 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 très riche à cet âge-là. Et donc, des expériences chez Procter & Gamble qui, au fur et à mesure, vous font voyager, découvrir des choses assez différentes. Ça forge. Et c'est à quel moment que vous vous dites je vais rentrer au Maroc comment ça s'est passé à ce moment-là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en 99, Medi Telecom a gagné la deuxième licence GSM. Et j'avais passé 8-9 ans chez P&G et j'étais dans un département à l'époque qui était le département des ventes et qui ne permettait pas à l'époque, parce que ça a changé entre-temps, de quelqu'un qui était issu des ventes de devenir directeur général de filiale. Il fallait passer par le marketing. C'était comme ça, c'était la Ensuite, pratique. je m'étais entre-temps marié, ma femme est dentiste. Et on a longuement discuté pour savoir si on devait rester au Moyen-Orient ou rentrer chez nous. On a vu beaucoup de cas au Moyen-Orient de gens et d'amis à nous qui sont restés 20, 25, 30 ans. Et en fait, le modèle est simple, c'est qu'ils recrutent des gens de la région, du Liban, d'Égypte, très peu du Maroc, mais... De plus en plus, mais à l'époque, je pense. À l'époque, on était très peu. Et on gagne tellement d'argent là-bas, et c'est tellement détaxé, qu'en fait, tout ce que vous gagnez, vous l'économisez. Et donc, quand vous êtes jeune et que vous avez 26, 27 ans, et que vous mettez de côté beaucoup de milliers de dollars, forcément, vous avez toujours envie de dire on rajoute 1 an, ensuite on rajoute 1 an, ensuite on rajoute 1 an. Et on a vu beaucoup de gens qui sont restés 25, 30 ans en se disant ce raisonnement. Mais en réalité, et ça c'est le message que je vais passer à tout le monde, et notamment aux jeunes, on ne peut pas s'enrichir en étant salarié, même si vous gagnez 30 000 dollars par mois. Pourquoi? Parce que seul l'entrepreneuriat et les revenus du capital peuvent vous enrichir. Quand je dis vous enrichir, c'est que quand vous êtes dans une multinationale et que vous êtes à 20, 25, 30 000 dollars, et c'est des salaires qui sont normaux là-bas, si ce n'est plus, un CEO aujourd'hui, c'est 1 million de dollars de revenus nets par an. Écoutez, vous allez vivre heureux, vous allez vivre en bonne santé parce que vous avez des assurances, vous allez pouvoir payer l'université à vos enfants, les vacances, tout va bien.
Maintenant, vous ne serez jamais riche. En sachant qu'il n'est pas dans l'objectif de chacun d'être riche. C'est une question de personne et de choix de vie. Et puis la richesse est quelque chose de très relatif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout d'un moment, il arrive un moment où vous avez plus envie de donner que de recevoir. Donc c'est juste une question de challenge dans la vie et de ce que vous faites, etc. Donc le raisonnement est le suivant. Quitter le Moyen-Orient pour rentrer au Maroc était une décision consciente qui était basée sur 3 éléments. Le premier élément, c'est que je ne voulais pas rentrer dans la spirale de dire 1 an de plus. Et en plus, plus vous restez, plus finalement, si c'est un gap de salaire, il se creuse, et plus c'est difficile, et plus on se dit encore une année, et bon, finalement, 20 ans sont passés. Ensuite, deuxième élément de la décision, c'est que ma femme, que j'avais épousée et qui m'avait rejoint en Arabie Saoudite, est dentiste, elle voulait lancer son cabinet. Et donc, pour lancer son cabinet, il fallait rentrer au Maroc. Et la troisième chose, c'était la peur que quelque chose arrive aux parents et que je sois loin. Et donc, j'ai dit, je veux être proche de mes parents. Donc, je ne sais pas, il y avait un sentiment bizarre qui consistait à dire rentrer pour être proche des parents. Donc ça, c'est les 3 éléments qui m'ont fait rentrer. Ouais. Et puis, la chance que j'ai eue, c'est que je commençais à dire et répondre à des chasseurs de tête à l'époque. Donc, la chasse de tête, il n'y avait pas LinkedIn, mais la chasse de tête se faisait par téléphone directement. Donc, j'ai répondu à quelques chasseurs de tête. On m'a offert un job d'être patron de Mars, les chocolats Mars pour l'Afrique du Nord, de l'Égypte au Maroc. Mais le poste est basé au Caire. Procter m'a offert un job à Genève que j'ai refusé et j'ai pris le poste de Medi Telecom. Et je me rappelle très bien que le chasseur de tête à l'époque m'avait dit « It's your last year where you can leave PNG ». Et je dis pourquoi. Il me dit avec le système de stock options, etc., après 9 ans. Tu auras trop à laisser sur la table. Donc, c'est le moment ou jamais. Et puis, on m'a fait un pont extraordinaire parce que j'étais basé à Jeddah. Donc, j'avais une base de salaire net élevée sur laquelle on a construit mon package pour l'améliorer et pour me faire rentrer au Maroc. Donc j'ai dit oui avec un package de chez Telefonica qui était intéressant et qui était plutôt complet. Donc, en rejoignant Medi Telecom. Ouais. Okay. C'était une très très bonne décision. Et puis c'est grâce à Medi Telecom que j'ai pu faire mon executive MBA chez Harvard. Et c'est grâce à cette expérience chez Harvard que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et de devenir entrepreneur. Et donc, quelque part, les choses se sont imbriquées et ont fait que je suis devenu ce que je suis devenu suite à, il ne faut pas l'oublier, 14 ans d'expérience entre Procter et Medi Telecom. Ouais. Pour revenir sur cette expérience à Harvard, qu'est-ce que ça a changé ? C'est-à-dire, on sait que la culture américaine, elle est très anglo-saxonne en général, elle est très entrepreneuriale. Il y a un rapport à l'entrepreneuriat qui est différent, à l'échec, au succès, c'est une vision différente des choses. Est-ce que c'est ça, c'est une question de culture ou c'est une question plutôt d'avoir rencontré des gens, des entrepreneurs ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un shift pour la suite ? Alors, ce qui est marrant, c'est que j'étais dans ce programme avec une dame que je respecte beaucoup, qui a eu une carrière successful, c'est Lamia Marzouki. Elle est numéro 2 du Casablanca Finance City. Elle vient d'être élue présidente de l'association des centres financiers dans le monde. Et donc, Lamia et moi, on a fait ce programme en même temps. Et à l'époque, il y a eu 9/11, donc on n'a pas eu la possibilité de partir aux États-Unis. Donc, ils ont délocalisé le programme en Égypte, à Sharm el-Sheikh et à Barcelone, à l'ISC. Mais les profs de Harvard étaient là, et c'était donc les case studies de Harvard, et il y avait beaucoup de gens de l'Égypte qui étaient des amis du fils du président à l'époque, Gmaïl.
Et donc, Lamia a choisi de faire une belle carrière corpo. Elle a travaillé chez Aqua, ensuite elle a rejoint CFC, et aujourd'hui elle est au sommet de la vie corpo avec son élection, etc. Moi, j'ai choisi une voie différente qui était celle de dire je quitte la vie corpo, donc c'est une golden cage, je quitte mon package et je me lance. Je me suis lancé et j'ai planté un projet qui est celui de Hanouti. Et la courbe d'expérience était juste extraordinaire. C'est-à-dire que pendant 2 ans, je me réveillais à 4 heures du matin tous les soirs et je faisais des insomnies. Et ça, c'est la vie de l'entrepreneur. C'est que quand ne pensez pas que ça marche à tous les coups, ne pensez pas que ça marche dès le départ. Il faut serrer les fesses pendant 5 ans. Et c'est la réalité. Et surtout, ne pas faire dire à Excel du wishful thinking. Et c'est là où c'est généralement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut que ça soit une décision de couple. En général, encore une fois, moi je suis partisan de se lancer entre 30 et 35 ans. Et donc on a 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience. Votre épouse est aussi dans le monde du travail. Et donc c'est une décision de famille, parce qu'on a déjà un enfant ou deux. Il faudrait qu'un soit le backup de l'autre. Donc si la femme se lance dans l'entrepreneuriat, le mari doit être le backup avec un salaire. Si le mari se lance, la femme doit être un backup avec un salaire. Mais c'est difficile de se lancer en même temps tous les deux. Il faudrait qu'un soit le filet de sécurité de la famille. Deuxième élément, il faudrait qu'on puisse faire dire à Excel et à PowerPoint des choses qui soient logiques et des choses qui soient pragmatiques. Pas des rêves. Non, pas de wishful thinking. Pas de rêve. Et puis, enfin, il faut surtout faire attention au cash flow. Parce que l'oxygène d'un entrepreneur, c'est le cash. Et au jour où il est à bout de cash, c'est compliqué. Et donc, l'idée, c'est que vraiment on puisse avoir la bonne idée, le bon concept, en sachant que si on se plante, c'est pas grave. Moi, on m'a tellement décrié quand je me suis planté la première fois. Mais en même temps, le projet d'Islog a réussi. Donc, quelque part, est-ce que tu ne bouges pas, tu ne fais rien pour ne pas te faire pointer du doigt, ou là, tu bouges, tu crées de la valeur, tu crées des projets, et tu te dis qu'en 100 projets, il y en a 95 ou 90 qui vont marcher, et il y en a 5 ou 10 qui ne vont pas marcher. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que la création de valeur des 90 qui vont marcher soit supérieure à la destruction de valeur des 5 ou 10 qui ne vont pas marcher. Et il n'y a pas qu'un outil. Moi, je me suis planté sur plusieurs autres projets. Par exemple, j'ai essayé de rentrer dans le secteur du thé vert. J'ai fait tout juste en termes de stratégie marketing, de distribution. On a développé de très belles marques, très beau packaging. On a fait une route to market qui était parfaite. On a fait de la très bonne pub pour créer du push et du pull. C'était vraiment parfait. Hein. C'était by the book, comme on dit. La preuve, c'est que dans le secteur moderne, Marjan, Carrefour, etc., ouais. on a eu 12% de part de marché. Dans le secteur traditionnel, on a eu 0. 0. Qu'est-ce qui explique Boycott total. Boycott total sur le fait que je ne devais pas rentrer dans ce secteur, pour des raisons que je peux comprendre. Il y a eu même des articles, des dossiers dans un journal aussi prestigieux que tel quel. Un dossier sur le thé dans lequel le thé était importé de Chine avec des produits chimiques qui pouvaient être cancérigènes, etc. C'était incroyable la campagne qui avait été lancée, c'était en 2017-2018, contre ce projet. Mais bon, c'est la vie. La vie, elle est ainsi faite. Il y a des intérêts, il y a des lobbies, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut faire mais de manière plus discrète, et des choses qu'il ne faut pas faire parce qu'il y a un environnement qu'il faut gérer et qu'il faut savoir. L'intelligence, c'est l'intelligence quand on est ingénieur ou diplômé d'une école de commerce, qui est l'intelligence basique, parce qu'on sait calculer, on sait compter, mais il y a 2 autres formes d'intelligence importantes. L'intelligence émotionnelle et l'intelligence sociale. Et ces 3 formes d'intelligence doivent faire partie d'un équilibre de l'individu pour pouvoir réussir
une vie entrepreneuriale. Oui, complètement. J'aimerais bien juste faire une petite parenthèse sur ce que vous avez dit, parce que c'est très intéressant sur... il y a plein de projets qui fonctionnent et il y en a forcément certains qui ne fonctionnent pas. C'est quoi vos apprentissages de l'expérience Hanouti? Peut-être revenir d'abord sur ce que c'était, pour ceux qui ne connaissent pas forcément. C'était un projet que j'avais lancé en même temps que Dislog, et c'était en 2005, et qui consistait à lancer une chaîne de supermarchés ou d'épiceries de proximité, un peu à la 7-Eleven, pour moderniser l'épicier au Maroc. C'était une très très bonne idée, mais qui était trop avant-gardiste pour son époque. Et puis, l'idée de vouloir concurrencer en modernisant l'épicier du quartier était une idée qui était un peu challenging. Parce que les modes de consommation, ils étaient... D'une part, j'ai fait 3 erreurs. La première erreur, c'est qu'on est allé sur des formats trop petits. Et la meilleure preuve, c'est que les magasins BIM sont venus en même temps, aujourd'hui c'est un succès, sur des formats de 400 mètres. Donc nous, on était partis sur des formats de moins de 100 mètres, 400 mètres. Deuxième erreur, c'est qu'il fallait valider le concept avec des magasins propres. Et l'erreur qu'on avait faite, ou que j'avais faite... C'est-à-dire en propre, oui. Plutôt que franchise, par exemple. Franchise. Voilà, pour avoir une maîtrise complète de... J'avais franchisé trop tôt. D'accord. Okay. La troisième erreur, c'est la qualité de l'actionnaire de l'associé. C'est que dans ce genre de métier, il est préférable d'aller sur un actionnaire associé qui soit du métier et qui comprenne qu'on n'est pas dans un métier dont la rentabilité est dès la 2e, 3e année. La rentabilité dans ces métiers du retail, c'est 10 ans. Et donc, ça a été démontré par BIM ensuite. Exactement. Maintenant, pour moi, Financecom et Etmem Bjloun, c'est pour moi mon héros. Ce qu'a fait Etmem Bjloun pour ce pays est extraordinaire. Pour l'économie, pour l'entrepreneuriat. Vraiment, chapeau bas pour tout ce qu'il a fait. Maintenant, il aurait été préférable pour moi d'avoir un opérateur qui comprenne que dans ce métier, on est sur de la création de valeur à long terme, plutôt qu'une banque qui veuille de la rentabilité tout de suite. D'ailleurs, soyons clairs, c'est à cause de la crise de 2008 financière que Financecom avait décidé à l'époque de réduire la voilure sur ce genre de projet. Qui n'était pas à cœur de business, quoi. Et donc, on est mort par manque de cash, en sachant qu'on avait l'opportunité de pouvoir vendre à La Belle Vie juste avant l'introduction en bourse. Mais ça n'a pas pu se faire. C'est super intéressant, je pense, de voir aussi ces projets qui fonctionnent moins bien et qui vous ont appris plein de choses pour la suite. Moi, je veux revenir je veux continuer sur cette évolution de Dislog. Vous dites... j'ai lu quelque part, ou j'ai vu quelque part que vous disiez qu'il y avait 3 choses qui font, sur le long terme, ou qui ont fait le succès de Dislog et de votre groupe. Les ressources humaines, les relations avec le système bancaire, les relations pour le financement, et les relations avec les fonds d'investissement, qui permettent aussi de donner une impulsion à certains moments. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur ces 3 piliers en fait, et comment ils ont... Il faut bien comprendre l'histoire de Dislog. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a commencé comme distributeur. Là, on a fini comme industriel et on s'internationalise. Donc, en 20 ans. Donc, l'histoire, c'est en 20 ans, petit distributeur régional, grand distributeur national, industriel dans la pharma, internationalisation. Comment on a pu en arriver là? Parce qu'il ne faut pas oublier, on a commencé avec 1,5 million de capital. D'accord? 1,5 million de dirhams de capital. Et comment, d'ailleurs? Je vais vous expliquer. Donc, au départ, Dislog était un rachat qui a été racheté à hauteur de 51% pour 4 millions de dirhams en 2005. OK. D'accord? Donc, j'ai constitué 1,5 million de dirhams de capital dans la holding et je me suis fait financer par Tijari Wafa Bank à hauteur de 2 700 000 dirhams comme premier crédit, qui était un CMT, en fait. Donc, c'est grâce à ça que j'ai pris le contrôle d'Islog à hauteur de 51%. Et ensuite, 1 an plus tard,
j'ai pu ouvrir mon capital à un fonds. Et c'était marrant parce que la plupart des petites entreprises à l'époque voulaient faire du noir. Et moi, j'ai rassemblé mon équipe et j'ai dit, on va faire une stratégie différente. Nous, on ne va pas faire de noir. On va faire zéro noir parce que notre objectif, c'est de enjoliver notre bilan et de valoriser notre entreprise parce qu'on va grandir grâce à des fonds. Et donc, effectivement, j'ai levé de la dette pour pouvoir développer l'entreprise. À partir du moment où la banque te dit tes ratios ne fonctionnent plus, tes ratios bilanciels en termes de ratio de ton EBITDA par rapport à ta dette, tu ramènes un fonds. Et le premier fonds qui est rentré, c'était Sietman Bejloun à travers CNAV, dirigé à l'époque par Mehdi Tahiri, CNAV 1. Et c'est ce qui nous a permis de décoller. Et ensuite, on a développé l'entreprise, on a grandi, on a racheté CNAV à travers de la levée de dettes supplémentaires. Et ensuite, on a fait rentrer d'autres fonds d'investissement. Et aujourd'hui, nous sommes le groupe qui a fait le plus d'opérations de private equity. Il y en a aujourd'hui 10 entre 2007 et 2024. Et je vous annonce aujourd'hui que nous faisons une autre opération de private equity la semaine prochaine, donc le 14 novembre. Je pense que ce sera annoncé du coup avant que ou pendant ou à peu près au même moment que le podcast sorte, donc c'est parfait. Je vous la donne en avant-première. C'est que SPE Capital, qui était dans le capital de HNS Invest Holding entre 2019 et 2021, revient dans le capital de Dislog et investit un total de 450 millions de dirhams en equity, permettant à SPE de détenir à peu près 15% du capital de la société. Donc, c'est de l'argent frais qui va rentrer et qui va nous permettre de continuer notre développement, qui finalement est un développement en courbe d'escalier. Parce que j'ai acheté une petite entreprise en 2005. Ensuite, on l'a développée à travers beaucoup de travail, parce qu'il ne faut pas se mentir. Il y a beaucoup de boulot qui a été fait derrière. Et donc, les banques marocaines nous ont beaucoup aidés à nous financer pour croître. Et ensuite, les fonds d'investissement venaient pour injecter du capital. Et on a grandi beaucoup par croissance organique, mais aussi par acquisition et par M&A. Et donc, à chaque fois que le fonds d'investissement rentrait, on faisait beaucoup de croissance grâce aux acquisitions M&A. Ensuite, on consolidait. Ensuite, on refaisait de la croissance. On reprenait des lignes bancaires. Et donc, c'est ce que j'appelle une ligne ou une stratégie de croissance par escalier. Oui. J'ai été aussi audacieux, c'est-à-dire que j'ai fait rentrer des fonds à des étages différents et dans des verticaux différents. Donc ça m'a permis de pouvoir bâtir une crédibilité vis-à-vis des LPs, parce que quand un fonds rentre et qu'il sort et qu'il fait une performance avec un TRI, forcément, la fois d'après, c'est un peu plus facile, les montants sont plus gros. Et au fur et à mesure, là, cette année, on va lever quand même 1 milliard de dirhams de fonds, d'argent frais, qui va être incorporé dans le capital de nos différentes structures que sont Dislog et BLS. Et puis, il nous arrive aussi de racheter des fonds. Par exemple, là, je viens de racheter le fonds Amétis qui était chez nous dans WB Africa et qui fait qu'aujourd'hui, on est seul avec un partenaire qui est président-directeur général de la société. Alors, quand on revient sur le développement du groupe, il y a justement ces relations avec les fonds et il y a le M&A dont vous parliez, il y a le lancement des nouvelles activités et qui sont forcément reliées. Et donc, vous commencez avec la distribution et ensuite, il y a les médias, la communication, la santé et d'autres secteurs. Pourquoi être rentré aussi dans ces secteurs-là et c'était quoi la stratégie ? En fait, au départ, on était distributeur. Et ensuite, on a invité un de mes amis qui était assis dans la chaire de McKinsey Monde pour le FMCJ. Il s'appelle Laurent Philippe. C'est lui qui m'avait recruté en 1991
Laurent. Il était devenu président de Procter sur l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe. Et il est devenu ensuite groupe président de Procter, donc au niveau mondial. Et ensuite, il a pris sa retraite et il a rejoint McKinsey Monde au niveau de la chaire FMCG. Et donc, j'ai appelé Laurent, je lui ai dit, j'ai besoin de tes services. Il est venu 2 jours au Maroc. On a fait un diagnostic ensemble de la situation de l'entreprise. C'était en 2017. Laurent était très fier de voir ce que nous avions fait parce que on était tous ses enfants au Maroc en 91. C'est lui qui a recruté, je peux dire, une centaine d'ingénieurs qui aujourd'hui sont tous successful dans leur carrière. C'est extraordinaire ce que Laurent a fait pour ce pays. Et Laurent m'a dit, bravo pour ce que tu as fait, mais ce n'est pas suffisant. J'ai dit, c'est-à-dire, il me dit, fonctionner à 1-2% de marge dans la distribution ne va pas te permettre de payer un jour tes dettes. Et surtout, il faudrait que tu réduises ta dépendance des multinationales, puisque aujourd'hui, tu n'as aucune marque propre. Donc, il faut que tu te lances dans les marques propres. Donc, on a réfléchi par rapport à ce que Laurent a dit. Nous avons déployé en 2017-2018 une stratégie qui consistait à nous déployer dans le moderne, parce que c'était le fastest growing channel. Ouais. On a déployé dans le digital avec Chari. Et ensuite, on a lancé nos propres marques. Et ensuite, on s'est intégré dans l'industrie pour améliorer nos marges opérationnelles. Alors, suite à ça, avec quel argent ? Avec l'argent de SPE qui, à l'époque, avait mis 24 millions de dollars. D'accord. Ensuite, SPE est sorti de chez nous et c'est MCP, Méditerranée Capital, qui est rentré. Et quand Méditerranée Capital est rentré, on a fait, je me rappelle, un off-site pour réfléchir sur la stratégie du groupe et notamment ce qu'on appelle l'equity story. Et on a dit, what do you want to stand for? Et c'est là où on a dit, on veut être un développeur de marque qui offre aux consommateurs des produits de qualité pour améliorer la vie du consommateur de manière quotidienne. Et donc, on veut être un opérateur résilient qui soit dans l'économie de la vie et qui opère dans l'hygiène, l'alimentation et la santé. Et c'est là où on a décidé de rentrer dans la santé et de pouvoir créer un pôle dans la santé. Donc au départ, je suis rentré, j'ai racheté un tout petit laboratoire qui était le dernier de la classe, qui s'appelle Cosmopharm. Et c'est comme ça qu'on a entre-temps grandi. Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où vous avez des équipes RH qui savent faire du M&A et d'autres qui savent faire des opérations et que vous orchestrez de manière parfaite entre le M&A, parce que le process M&A, il est long, hein. Vous devez analyser des dossiers, vous devez screener les dossiers, vous devez targeter les dossiers, ensuite voir s'il y a un fit entre les actionnaires. Une fois que vous mettez en contact les actionnaires à travers des banques d'affaires, vous devez ensuite faire des due deals. Une fois que vous faites des due deals, il y a une négo, il y a un term sheet. Une fois que le term sheet est signé, il faut déposer au Conseil de la concurrence, il faut déposer aux banques pour avoir du financement. Et ensuite, une fois que vous avez tout ça, vous closez. Et une fois que vous closez, vous devez intégrer la cible dans votre portefeuille et faire en sorte à ce qu'il y ait des synergies qui soient créées, en sachant que 70% des acquisitions, en général, détruisent la valeur plutôt qu'en créent. Donc nous, on est resté sur nos métiers. Il n'y a pas une entreprise qu'on a achetée qui ne soit pas dans les métiers de l'alimentation, des métiers de l'hygiène ou des métiers de la santé. Pour intégrer vos process dans ces nouvelles entreprises. Parce que c'est comme ça que vous créez des synergies. Notre croissance, elle se fait à travers 4 éléments. La croissance organique, parce qu'on est sur des métiers résilients, et donc plus la population augmente, plus la consommation augmente. Ouais. Ensuite, vous avez la croissance liée au M&A, aux acquisitions. Ensuite, vous avez la croissance liée aux synergies issues du M&A. Ouais. Et enfin, last but not least, vous avez de la croissance liée à de nouveaux contrats que vous avez. Et donc, à partir de là, ça fait une croissance assez intéressante. Je vous donne un chiffre. Dislog, sur les 15 dernières années, a fait 22% de croissance de son top line, year on year, CAGR. C'est énorme. Et a fait 27% de croissance de son EBITDA, year on year, CAGR, sur les 15 dernières années. Énorme. C'est énorme. Donc ça, c'est juste Dislog Group. Ouais. Donc, qui fait que c'est une véritable histoire de succès.
Et si ce succès-là, je tiens à le dire, c'est grâce au management de Dislog. On a des équipes exceptionnelles. La plupart d'entre eux viennent du monde des multinationales. Il y a une culture d'abord très anglo-saxonne. La plupart des gens viennent donc de grosses multinationales, pas seulement Procter, mais il y a du Danone, il y a du PwC, il y a différentes sociétés. Et puis on est tous câblés scorecard, KPIs, donc on a le même langage avec les multinationales. Donc du coup, là aujourd'hui, on a 30 multinationales en partenariat et on en a 20 autres en Europe. Donc, ce qui fait qu'on est à 50 partenaires multinationaux. Au-delà de ces différents points sur lesquels vous êtes revenu, il y a aussi l'internationalisation. Vous avez lancé des activités en Europe et aussi en Asie. Et aujourd'hui, c'est une part significative du groupe. C'est quoi votre stratégie à l'international ? 15% en 2024 et 20% en 2025. Alors, la stratégie, elle est simple. C'est que, d'abord, on est très fiers de notre marocanité. On est une entreprise marocaine, on restera marocain et on portera l'étendard du Maroc et le drapeau du Maroc pour l'éternité. Donc on reste marocain. Le fait de partir à l'étranger consiste à créer de la valeur marocaine à l'étranger. Ouais. Et donc on a fait un test à Singapour, ça a bien fonctionné. On est distributeur de Procter et de Kellogg's à Singapour avec un partenaire local, donc tout va bien. Et ensuite, on a fait un test en France qui a moyennement marché, dans le sens où on a acheté un distributeur, on a acheté une ou deux petites entreprises. Ouais. La France, c'est très compétitif. Ouais. Et ensuite, moi, j'ai dit à mes équipes, écoutez, il faut qu'on arbitre. C'est soit... On ne peut pas rester avec un business qui pèse 2-3%. Ouais. Donc, soit on ferme, et puis bon... on peut revendre sans perdre d'argent forcément, parce qu'il y a de la valeur. Soit on grandit et on crée des synergies, on refait ce qu'on a fait au Maroc là-bas. Et on a réfléchi, on a pris la décision de grandir, on a recruté une banque d'affaires qui nous a proposé un deal qui a fonctionné. Et on a racheté Chef Sam. Chef Sam étant une société créée par 3 fondateurs anciens de Danone, Okay. et qui ont bâti un distributeur en food sur des niches alimentaires. Et le positionnement de Chef Sam était très intéressant. C'était d'aller voir des entreprises, notamment américaines, et de leur dire, quand vous êtes américain, que vous lancez un produit en Californie, c'est facile d'aller à l'Oregon ou d'aller en Floride, parce que c'est les États-Unis d'Amérique. Et donc, les clients sont des clients qui sont comme Walmart partout aux États-Unis d'Amérique. Mais quand vous êtes et vous avez un produit que vous voulez lancer en Europe, c'est un peu plus compliqué, parce que ce n'est pas les États-Unis d'Europe, c'est que chaque pays a ses spécificités, ses régulations et ses clients. Donc, même un Carrefour qui est aujourd'hui en France et en Espagne, ben, vous ne discutez pas avec les mêmes acheteurs en France ou en Espagne. Donc, il faut avoir des équipes en France et des équipes en Espagne. Donc, le positionnement de Chef Sam, c'est de dire, si vous voulez rentrer en Europe avec one single point of contact, venez nous voir, on peut vous faire rentrer dans 10 pays différents. Et ils ont pu décrocher pas mal de marques moyennes, alimentaires, notamment américaines, pour devenir le distributeur en single point of contact sur les pays. Donc on a analysé ce dossier. L'alchimie avec les actionnaires a bien fonctionné. D'ailleurs, ils sont toujours avec nous dans le board, donc même si on les a rachetés à 100%. On a trouvé une équipe de ressources humaines fantastique. La plupart aussi de chez Danone. Et donc là, aujourd'hui, on a des gens en Pologne, on a des gens en Roumanie, en Angleterre, en Hollande. Donc on a pris conscience qu'on était devenu une petite multinationale régionale et en fait, on a dû être obligé de passer à l'anglais comme langue officielle du groupe et qui nous permet aujourd'hui de communiquer avec nos collègues. Donc, c'est l'anglais. Parce qu'ils sont à la fois en France, en Espagne. Oui. Ok. C'est très intéressant le développement en Europe et on parlait avant ça du développement en Asie.
à partir de Singapour. Mais ce qui est très intéressant en Asie, c'est que quand on regarde les pays d'Asie du Sud-Est, en termes de niveau de développement, de potentiel, de croissance, il y a une certaine similitude avec le Maroc. Oui. Si on regarde l'Indonésie, la Malaisie, peut-être dans une moindre mesure les Philippines, c'est des pays qui sont en croissance, qui ont un haut potentiel. Est-ce que votre objectif, c'est de refaire justement dans ces pays ce que vous avez pu faire au Maroc, du fait des similitudes? Il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Donc la réponse à est-ce que je veux, la réponse est oui. Est-ce que je peux? C'est un peu plus compliqué. Pour pouvoir le faire, il faut ce qu'on appelle dans la distribution, il y a un élément qui s'appelle le scale. C'est ce qui s'est passé en France. Au départ, un petit distributeur, ça ne fonctionnait pas. Maintenant qu'on est gros avec Chef Sam, qu'on est dans 10 pays, ça fonctionne. On shoot quand même pour 2025 sur 150 millions d'euros de volume d'affaires. Et donc, ça devient effectivement significatif avec un potentiel de croissance. Pour pouvoir avoir du scale en Asie, il faut se lever de bonne heure et avoir des partenaires qui vous invitent à venir. Exemple, un partenaire tel que Mars, Kellogg's, Beiersdorf, Procter, qui vous dit « j'ai une opportunité pour que vous soyez distributeur en Indonésie ». J'ai vu ce que vous avez fait en Europe, j'ai vu ce que vous avez fait. Ça m'intéresse. Exporter de l'expertise marocaine en Asie m'intéresse. On dira oui, on ira, et on le fera, et on réussira. Mais il faut être invité pour pouvoir y arriver. Ouais, et c'est pas évident. C'est pas évident parce que même ces multinationales, elles réfléchissent coûts, elles réfléchissent opportunités. Et généralement, elles préfèrent aller avec des locaux qu'avec des étrangers dans un pays. Il faut faire sa place. Maintenant, le meilleur modèle, c'est apporter notre expertise et notre expérience et nous associer avec des locaux dans ces pays. C'est ce qu'on a fait à Singapour et ça fonctionne. Ok, très intéressant. Je voulais revenir aussi sur d'autres sujets. Entre 2009 et 2012, vous avez aussi été ministre de la Jeunesse et des Sports. Je voulais revenir peut-être sur cette période-là, savoir dans quel contexte c'est arrivé, et aussi les projets sur lesquels vous avez travaillé à ce moment-là, et aussi, que ce soit sur la jeunesse ou sur le sport, vous avez eu d'autres engagements dans le temps, que ce soit avant ou après cette fonction de ministre. Donc voilà, je voulais revenir sur cette partie aussi de votre vie. Non, mais avant de répondre à cette question, on va quand même prendre quelques selfies pour pouvoir faire un post sur LinkedIn. Avec plaisir, avec plaisir. Magnifique. Magnifique. Donc je vais faire un post live si ça ne dérange pas sur LinkedIn. Avec plaisir. Donc, en fait, d'abord, je voudrais répondre à cette question pour dire que j'ai été extrêmement honoré. C'était un honneur incroyable pour moi d'avoir servi Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et d'avoir servi mon pays. C'est une expérience fantastique que d'être dans un gouvernement et de pouvoir prendre des décisions qui impactent la vie des gens. Et contrairement à ce qu'on dit, un ministre au Maroc a l'agilité, l'indépendance et l'autorité pour pouvoir prendre des décisions et impacter la vie des citoyens. C'est une réalité. Le meilleur exemple, c'est que, par exemple, on a créé le concept des clubs socio-sportifs de proximité dans mon bureau de ministre à Rabat, avec les gens de mon cabinet, mes conseillers et 2 architectes. On a créé ce concept, on l'a déployé. Et aujourd'hui, quand je me balade dans les villes marocaines et que je vois des petits terrains de proximité avec du gazon, avec des gamins qui jouent au foot, c'est le plus grand bonheur qui puisse exister. Et pour l'anecdote, Sa Majesté, à l'époque, était un jour à New York. Et j'ai reçu un appel pour dire, à les petits terrains qu'il y a à New York, etc., faites de même. Et il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui viennent d'instructions royales. La Fondation Mohammed VI des champions sportifs, qui maintenant a 12 ans et qui gère l'insertion des champions au sein de la société, parce que la vie d'un sportif, sa carrière, elle est courte. Un sportif,
Il commence à 15 ans, il finit à 30. 35. Donc 15 ans de carrière, et généralement, comme il a commencé à 15 ans, il n'a pas fait d'études. Ouais. Et le fait qu'il revienne à 30 ans pour le réinsérer dans la société, c'est pas évident. Donc on a trouvé des idées hyper intéressantes, parmi lesquelles financer des études des enfants à l'université pour ces champions. Et donc c'est à travers leurs enfants aujourd'hui qu'alhamdoulilah, ils ont une vie, on va dire, une vie qui est normale et qui sont protégés. Sa Majesté envoie tous les ans une vingtaine de ces champions pour l'Hajj. Et pour eux, c'est quelque chose, c'est l'aboutissement d'une vie. Donc, c'était une super expérience. On a fini les stades sur instruction de Sa Majesté. Quand il m'a reçu lors de ma nomination, alors ma nomination, ce n'était pas une nomination de tractation gouvernementale. Moi, j'étais nommé en milieu de mandat. C'était en juillet 2009, donc c'était le milieu de mandat de la législature du gouvernement de Siad Bess el-Fassi. Et donc, il m'avait dit, ça fait 9 ans que les stades sont en construction, je vous demande de les finir rapidement. Et donc, je suis devenu chef de chantier. J'allais toutes les semaines au stade de Marrakech. Conduite de travaux. Je conduisais les travaux avec les architectes, avec les entreprises. Je faisais des réunions sur le terrain avec les entreprises. Et alhamdoulilah, on a ouvert les stades rapidement. Et bon, vous avez vu un petit peu l'évolution du sport au Maroc et de comment les choses sont en train de... Peut-être on peut en parler, parce que là, il y a quand même 2 grands événements qui se préparent, mais avant ça, il y a eu toute une stratégie qui a permis d'aboutir à ça. Bon, d'abord, il y a eu la stratégie des stades. Bien sûr. Et cette stratégie des stades, c'était celle de Sa Majesté. Et ensuite, il fallait les finir. Donc, j'ai reçu des instructions pour le faire. Et j'aimerais juste vous dire que c'est grâce à Sa Majesté que nous sommes arrivés à là où nous sommes aujourd'hui. Parce qu'au-delà des stades et de l'infrastructure, Sa Majesté a mis beaucoup de moyens et a nommé beaucoup de bonnes personnes dans les métiers, dans les fédérations de foot et d'athlétisme, mais aussi de boxe, de karaté, de judo, etc. Ensuite, il y a eu l'événement qui passait inaperçu, mais qui était important. C'est la Coupe du Monde des clubs. Ah oui. Cette Coupe du Monde des clubs, je l'avais négociée moi-même avec Issa Hayatou et Joseph Blatter. Un très gros événement. Et le fait qu'on ait été dans un stade à Marrakech avec 45 000 personnes, Sa Majesté au centre, en finale entre le Bayern de Munich et le Raja, c'était un moment incroyable. Ensuite, la volonté de Sa Majesté à ce que le Maroc puisse organiser la Coupe du Monde. Donc, on a raté le dossier contre les États-Unis, le Canada et le Mexique, mais on le savait d'avance. Ils étaient juste imbattables. Avec Trump qui tweetait à ces différents... Mais c'est clair, aux gens en disant votez pour les États-Unis sur ce dossier. Donc les présidents de fédération, etc. Mais bon, l'aboutissement de cette candidature tripartite Maroc, Espagne, Portugal est juste exceptionnel en termes de continent, d'image à l'international, de culture, de religion. Vraiment, ça va apporter au Maroc un positionnement à l'international qui est juste incroyable en termes de force et en termes d'ouverture en tant que pays qui est ouvert à toutes les religions, à toutes les civilisations. Le Maroc va faire un bond spectaculaire. Ça donne une dynamique aussi, une projection vers 2030 et après. Il faudra régler quelques éléments d'ici là. Il faudra que les gens puissent payer par téléphone, par carte et non pas par cash, parce qu'on est l'un des pays où il y a le plus de cash qui circule. Il faudra gérer quelques éléments liés au civisme. Et donc l'école doit inclure dans son contenu pédagogique des éléments liés au civisme, qui est celui du respect de l'autre, le respect de la liberté des autres. On est un pays où il y a des mosquées, où il y a, je vais le dire, des bars. Celui qui veut aller au bar
c'est son droit. Celui qui veut aller à la mosquée, c'est son droit. Mais chacun doit respecter l'autre. Regardez comment ça se passe à Dubaï. Il n'y a pas de raison pour qu'on soit différent. Dans le respect. Le ramadan, soyons clairs, il y a des gens qui sont malades, qui sont diabétiques, qui sont des femmes qui ne peuvent pas jeûner. Pourquoi empêcher les gens de manger? Est-ce que si moi, je suis un jeûneur et que je vois une femme manger ou un vieux boire, pourquoi je ne respecterai pas la liberté des autres? Et à la limite, on va supposer que il veut manger alors qu'il devrait jeûner. Mais c'est sa liberté. Donc ça, c'est des questions, on va dire, de société, que les partis politiques aujourd'hui discutent entre eux, etc., mais qui font que le Maroc doit utiliser ces événements pour faire bouger les lignes et faire avancer, pour faire moderniser la société, etc. Maintenant, moi, j'étais un homme politique, je ne le suis plus, mais je garde mes convictions d'homme moderniste qui consiste à dire il faut laisser la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent dès lors qu'ils ne touchent pas à la liberté des autres et dès lors qu'ils ne touchent pas à la dignité des autres. Donc quand quelqu'un est vieux et qu'il est diabétique et qu'il doit boire pendant le ramadan parce qu'il fait chaud, il faut respecter. Ouais. C'est pas grave. Je dirais, il ne touche en rien ta foi. De la même manière qu'une femme qui mange parce que elle ne peut pas faire le ramadan, il faut respecter. Donc, pour quelle raison les restaurants ferment, l'économie s'arrête, tout s'arrête, etc. Et donc, c'est des questions qui se posent. Bon, d'ici la 2030, je pense qu'il y aura pas mal de débats sur le sujet. Ouais. Et je pense que c'est bien d'avoir le débat, de faire avancer les choses, de faire bouger les lignes. Et c'est pour ça que nous sommes un pays d'institutions, où Sa Majesté est au-dessus de ces institutions. Mais les autres institutions doivent discuter, le Conseil économique et social, le Parlement, les commissions parlementaires, les partis politiques, les meetings, etc. Et puis la presse, les médias et les podcasts. Moi, il y avait quelques questions peut-être pour finir. On a déjà fini? Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout. On a quelques questions, mais très importantes. Je vais quand même faire le LinkedIn. Je vais poster ça. Ça marche, magnifique. Une de mes questions, c'est que j'ai vu que dans votre manière d'avancer, de vous donner des objectifs, une vision, et d'ailleurs tout à l'heure vous en avez parlé à l'échelle de l'entreprise avec les scorecards, les KPI, etc., l'importance à la fois lorsque vous étiez dans des entreprises internationales, mais après aussi ensuite dans votre entreprise. Mais j'ai vu que vous en aviez parlé aussi à l'échelle personnelle, c'est-à-dire votre manière de vous poser une vision et des objectifs. J'aimerais peut-être revenir sur ça, si vous pouvez en parler. Magnifique. Il faudra liker. Je vais le faire tout de suite. Je n'ai pas mon téléphone, mais je le ferai tout à l'heure. J'aimerais bien revenir sur ça, à votre échelle peut-être, parce que je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent aussi, et comprendre votre manière justement de faire ça. La vérité, je n'ai pas entendu. Faire quoi? Je recommence. C'est le LinkedIn, je recommence. Ouais. Ce que je disais, c'est que vous avez parlé... Faire quoi? Juste faire quoi? Comment vous vous donnez des objectifs et vous définissez votre vision à votre échelle? Bon, c'est aussi une question de nature. Moi, je suis quelqu'un qui est ultra, on va dire, actif. Ouais. Je suis multitâche. Ouais. La preuve, on parle, je fais un LinkedIn, et donc parfois, je suis distrait, mais je suis multitâche. Si vous prenez cette semaine, tous les jours, j'avais des événements. Vous pouvez d'ailleurs le voir sur LinkedIn. Ouais. Donc aujourd'hui, je suis avec vous, je viens de poster. Ouais. Hier, j'étais en interview avec Challenge. Avant-hier, j'ai signé 2 gros contrats en Arabie Saoudite. La veille, j'ai fait une Omra. Ouais. La veille, j'étais chez Mazar Forvis pour partager avec leurs collaborateurs une expérience. Ça, c'est super intéressant parce que du coup, forcément, avec le groupe que vous avez plein d'activités différentes et vous êtes très actif. Mais comment vous gardez à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, à 10 ans, le cap vers un objectif pour le groupe, pour les entreprises? Alors, ça, je l'ai appris de chez Procter. Il faut toujours se fixer une vision. Où est-ce que tu es, où est-ce que tu veux aller, okay. Sur 5 ans. Okay. Comme ensuite, pour une entreprise, oui, mais personnelle. Oui. Ensuite, bâtir et construire autour de cette vision des objectifs.
Ensuite, développer des stratégies pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et ensuite, mesurer le résultat. Si on arrive à mesurer le résultat en se disant on va y arriver, ben c'est tant mieux. Si les résultats ne sont pas bons et on voit qu'on ne peut pas y arriver, il faut changer la stratégie, pas l'objectif. Donc garder l'objectif tel qu'il est. Donc moi je suis quelqu'un qui toujours fonctionne comme ça, que ce soit au niveau de mes entreprises ou au niveau personnel. Et donc j'ai pu gérer, parce que in fine, c'est quoi la vie? La vie, c'est qu'il faut être heureux dans son travail, il faut être heureux à la maison, et il faut être en bonne santé. Jusqu'à présent, j'ai atteint 2 objectifs sur 3. Je suis heureux dans mon travail, je suis heureux à la maison. Sur la partie santé, j'ai failli. Et j'ai failli parce que j'ai une nature qui est ultra dynamique, qui bouge, qui prend les avions, je mange mal, et j'exagère. En français plus basique, je déconne. Parce que j'aime manger, parce que j'aime vraiment... Je suis dans l'excès dans tout ce que je fais. C'est une nature. Et je voudrais juste dire que cet excès... C'est aussi ce qui a permis déjà de faire plein de choses différentes. Mais heureusement qu'à la maison, il y a ma femme qui a pu gérer mes ardeurs et surtout donner une bonne éducation à nos enfants. Et je l'en remercie. Et heureusement qu'il y a mes collègues proches au bureau pour me challenger et souvent me dire non. Donc on me dit non. Parce que je bouillonne d'idées, je bouillonne de développement et on me dit non. Et parfois on se bat. Mais heureusement qu'ils sont là parce qu'ils freinent mes ardeurs. Donc quelque part, il faut toujours un contrepoids. Ouais, okay. Et ce contrepoids au bureau, c'est mes collaborateurs. Et je voudrais aussi les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour le groupe. La plupart d'entre eux sont avec moi depuis 15-20 ans. Et c'est grâce à eux que j'ai réussi. Et donc, au niveau professionnel. Et le message, c'est entourez-vous des meilleurs. Et en brand management, puisque je suis une société de développement de marque, les meilleurs sont ceux qui sont sortis de l'école Procter & Gamble. Je suis très fier de le revendiquer. Les meilleurs brand developers sont ceux de P&G. Donc on en a quelques-uns, mais il y en a plein au Maroc. Et donc... je le vois aujourd'hui, plein de grosses entreprises les recrutent à un moment de leur vie où ils ont besoin de restructurer leur entreprise, de développer leur entreprise. Oui, pour réappliquer ça. C'est intéressant, vous parlez de votre définition de vos objectifs, vos visions. C'est quoi votre objectif avec le groupe d'ici 5-10 ans? Alors, j'ai vu dans la presse que vous aviez peut-être une volonté de rentrer en bourse. C'est quoi l'objectif d'ici 5-10 ans? Rentrer en bourse n'est pas une vision. C'est une étape. Okay. La vision du groupe, c'est d'être un groupe marocain spécialisé en fast-moving consumer goods et en healthcare et qui soit une multinationale mondiale. Okay. Aujourd'hui, nous sommes présents au Maroc, donc en Afrique. On est présent en Europe. On est présent à Singapour, donc en Asie. Notre objectif, c'est de pouvoir opérer dans 4 ou 5 continents dans les 5-10 prochaines années, en étant et en levant très haut l'étendard du Maroc. Pour pouvoir le faire, il faut d'abord consolider nos acquis et se dire qu'il faut que le projet européen marche. Donc ma priorité numéro 1 aujourd'hui, c'est de faire fonctionner le projet européen. C'est de la valeur marocaine créée à l'étranger et il faut qu'on puisse réussir ce projet. Ensuite, il faut trouver des solutions pour pouvoir aller en Afrique, parce qu'on est au Maroc, mais pas encore dans d'autres pays. Et ensuite, des solutions pour aller en Amérique du Nord. Et ensuite, pourquoi pas, en Asie et en Amérique du Sud. Donc, c'est beaucoup de travail, c'est une grosse ambition et il faut avoir des moyens. Pour pouvoir avoir les moyens, l'introduction en bourse va nous permettre de pouvoir faire des augmentations de capital successives, nous permettant de pouvoir grandir et faire des acquisitions dans ces pays. Mais le plus important, ce n'est pas de faire des acquisitions pour des acquisitions, c'est pour pouvoir créer de la valeur pour l'actionnaire et à chaque fois qu'on fait un move, qu'il y ait des synergies qui puissent créer de la valeur pour l'entreprise, pour l'actionnaire et pour les collaborateurs. Ok.
C'est quoi votre conseil pour un jeune qui veut lancer son entreprise au Maroc? Alors d'abord, vous avez dit peut-être prendre de l'expérience. Alors, on a un say au Maroc, un adage qui dit Meti diar el krim, zaim, ou la mardi el walidin. Le krim, c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui a un bon fond. Zaim, c'est celui qui a de l'audace. Ou mardi el walidin, c'est celui qui écoute ses parents. Donc, moi, je vais répondre à cette question. Je vais vous paraître un peu, on va dire, passéiste, mais je pense que c'est la réalité. Il faut avoir de l'audace. Il faut avoir de l'ambition. Et il ne faut pas avoir peur d'aller voir des banques. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir des fonds d'investissement. Et la chance que les jeunes ont aujourd'hui, que je n'avais pas moi il y a 20 ans, c'est qu'il y a aujourd'hui des VC. Il y a aussi des business angels. Moi, je n'ai pas encore eu de gens qui sont venus me voir pour me dire voici mon projet, voici mon concept, voici mon BP, voici mon business model. J'ai besoin de 3 millions de dirhams pour commencer. En contrepartie de ces 3 millions de dirhams, je vous propose 10, 15, 20% de l'entreprise. On sait que 3 millions de dirhams, c'est peut-être plus que 10, 15, 20%, mais on veut rester le founders et on ne veut pas nous diluer trop tôt. Mais je vous assure que je suis conscient que vous allez récupérer votre argent et plus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que 99 projets sur 100, tu risques de perdre les 2 ou 3 millions de dirhams. Mais il y en a un où tu vas faire x100. Où tu vas faire x100. Et par conséquent, il faut qu'on puisse changer la culture au Maroc de l'entrepreneuriat. Et du risque. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les projets qui vont réussir. Ce n'est pas grave si un projet fail. Et alors, so what? Ce n'est pas grave si tu perds 2 ou 3 millions de dirhams sur un projet, en sachant que tu peux gagner 50 millions de dirhams sur un autre. Mais avec l'autre, alors ce n'est pas 2%, 3%, 10%, c'est 1%. Donc, il faut répéter, répéter, et répéter, et répéter. Alors, nous, on a été traumatisés dans notre système bancaire par une expérience qui a eu lieu au Maroc dans les années 80-90, qui s'appelait le crédit jeune promoteur, où à l'époque, l'État et le gouvernement avaient sorti un projet pour offrir à des jeunes entrepreneurs 1 million de dirhams pour pouvoir faire un projet. Et la plupart, il y a eu des milliers de dossiers, la plupart n'ont pas remboursé. Et c'était traumatisant de voir comment un truc pareil était devenu un échec. Donc il faut qu'on réfléchisse à comment, ensemble, créer un écosystème au Maroc pour les start-up. Okay. Et cet écosystème consiste à expliquer ce que c'est qu'un safe, expliquer qu'un VC peut acheter et signer et rentrer dans une boîte à travers un safe et doit pouvoir envoyer son argent en 2 heures et récupérer son argent en 2 heures, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. Il faudrait que nos business angels et nos hommes d'affaires qui ont réussi puissent contribuer à des fonds, dans des fonds. Il faudrait que les jeunes soient un peu plus sérieux sur le fait que s'ils lèvent de l'argent, ce n'est pas pour le dépenser dans des restaurants, dans des boîtes de nuit, mais pour l'utiliser pour la boîte. Pour la boîte, parce qu'il faut se fixer des salaires qui restent cohérents et normaux, etc. Vous savez, la plupart des startups aux États-Unis, le salaire est vu par les VCs et ne dépasse pas $5 000 par mois dans un pays pareil. Donc, et en Europe encore moins. En Europe encore moins. Ouais. Donc, il faut créer un environnement pour les startups qui soit juridique, économique, de coaching, d'endroits où on peut incuber, aider, et puis de partage. Je passe 1h30 avec toi, je partage du temps avec toi. Merci d'ailleurs, merci. Et s'il faut partager du temps avec toi sur des idées de start-up, why not? Ou avec d'autres. On arrive à un âge où ça devient, on va dire, important pour des gens comme moi de donner. On a moins de plaisir à recevoir, on a plus de plaisir. Complètement. Là, vous parlez de
de transmission. Mais tu veux pas me tutoyer? Je vais le faire, mais j'arrive pas. J'ai essayé au début du podcast, mais c'est dur. Promis, jusqu'à la fin, je le fais là. Donc tu parles de cette transmission un peu intergénérationnelle entre les entrepreneurs qui ont plus réussi et les jeunes. Et toi, personnellement, est-ce que tu as eu des mentors dans ton expérience? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la situation économique marocaine a deux problématiques que nos gouvernants doivent gérer. La problématique pour les jeunes qui est de créer des emplois et de les aider à lancer des startups et à changer leur mindset qui consiste à dire je vais être fonctionnaire en entrepreneur et créer l'environnement entrepreneurial Qui les favorise. qui les favorise. Le deuxième sujet du Maroc, aujourd'hui, je le vis tous les jours, c'est que personne ne veut vendre son entreprise. Oui. Au Maroc, dès que quelqu'un gagne 2, 3, 5, 10 millions de dirhams et qu'il a 70, 75 ans et que vous allez le voir, vous dire je voudrais savoir si vous êtes prêt à transmettre. Il vous dit mais je ne veux pas vendre. Pourquoi je vais vendre? Qu'est-ce que je veux faire de l'argent? Moi, je préfère raser les murs, ne pas faire parler de moi, pas de communiqué de presse, pas de titre, rien. Moi, je suis tranquille. Et puis, même si je touche de l'argent, qu'est-ce que je vais en faire? Aujourd'hui, j'ai mon statut, j'ai ma voiture, mon chauffeur, mon assistante, mon parapheur, mon petit café. Et je peux comprendre. Maintenant, vous prenez en Tunisie, c'est un pays qui est 3 fois plus petit que le Maroc, à tout point de vue. Ouais. Je peux vous dire qu'ils sont 3 fois plus entrepreneurs que nous. Comme leur pays est petit, un entrepreneur ou un industriel doit faire de la qualité pour pouvoir exporter. Et donc, quelque part, il y a cette culture d'entrepreneuriat qu'il faut un petit peu développer et qui fait que la partie transmission d'entreprise est un peu plus compliquée aujourd'hui qu'ailleurs. Vous allez dans des banques d'affaires européennes, le M&A, la partie transmission est une partie normale. Quelqu'un a travaillé pendant 50 ans, il a créé son entreprise. À un moment dans sa vie, il veut cash out et aller voyager, s'occuper de lui, de sa santé, de ses enfants, de ses petits-enfants, redonner. Avec parfois des managers qui sont dans l'entreprise et qui reprennent l'entreprise, mais dans le cadre d'une opération. Oui, oui, tout à fait. Donc on est dans une culture où c'est très rare. Moi, je fais beaucoup de M&A, j'acquiers beaucoup d'entreprises. Il est très difficile au Maroc de racheter une entreprise. Très difficile. Et puis, il faut un cadre incitatif, de la fiscalité de groupe, il y a beaucoup de choses à réfléchir. En fait, il faudrait qu'on modernise notre manière de faire et qu'on se décomplexe par rapport à l'argent. Il y a un complexe par rapport à l'argent. C'est chouma de faire de l'argent. C'est chouma de gagner de l'argent. Il faut décomplexifier cela. On est dans un monde aujourd'hui où l'argent n'est plus tabou. Je veux dire, et de toute façon, on ne va pas manger plus, on ne va pas voyager plus, on ne va rien faire. Je veux dire, l'argent n'est qu'un moyen pour pouvoir créer de la richesse et un environnement qui soit, on va dire, un peu plus égalitaire pour tout le monde. Et c'est là où il y a des politiques publiques qui vont dans le sens. Mais ce que je dis, c'est qu'au-delà des politiques publiques, il y a aussi une question de mindset à améliorer et à apporter pour moderniser un peu plus notre société, pour pousser les lignes et profiter des événements internationaux qui vont arriver pour pouvoir aller plus vite. Oui, complètement. Mais tu n'as pas répondu sur les mentors. Oui, c'était aussi la question. Alors, moi, je peux dire que je n'ai pas eu de mentor, mais j'ai eu des gens qui m'ont coaché et qui m'ont aidé. Mon premier mentor qui m'a aidé, qui m'a coaché, est mon père. Mon père était avocat et m'a toujours donné une éducation dure qui est centrée sur le travail. Et il m'a toujours dit qu'il faut travailler jusqu'à son dernier souffle. Et moi, pour le taquiner, je lui disais que je voulais prendre ma retraite à l'âge de 40. Mais j'ai grandi dans un environnement juridique
où les principes et les valeurs sont très développés, dans une famille marocaine plutôt conservatrice, même si je suis le moins conservateur de toute la famille. Mais ce qui est certain, c'est que le socle de mon éducation était basé sur le travail et l'importance du travail. Et je travaille beaucoup, je suis quelqu'un qui travaille tous les jours, qui ne se déconnecte jamais, même en vacances. Peut-être on peut le dire là, on est un samedi par exemple, on enregistre, alors c'est pas forcément du travail, mais je veux dire quand même. Oui. Mais je me déconnecte jamais. Il y a une autre personne qui m'a beaucoup impressionné, impacté dans ma vie, c'est Athman Benjelloun, que je voudrais remercier aujourd'hui, et sur lequel on s'est associé dans 4 affaires. Disloc, Hanouti, Atcom et Touch Media. Ok. Et jusqu'à présent, on est associé dans Touch Media, Ok. qui est une de nos filiales digitales. C'est un monsieur qui a beaucoup fait pour le Maroc, qui est un grand nationaliste et qui a, avec sa femme, que Dieu ait son âme, créé beaucoup de bonheur autour d'eux tous les deux. Et c'est un couple que j'ai vu évoluer et qui ont fait des choses très belles pour le Maroc, pour la ville de Fès, mais aussi pour leurs collaborateurs, pour la banque, Bank of Africa, pour RMA, pour Meditel, puisqu'ils étaient actionnaires dans toutes ces entreprises. Le fait que je me suis associé à lui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et le fait que je l'ai côtoyé m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, notamment sur la dimension de l'intelligence émotionnelle et sociale dont j'ai parlé tout à l'heure. Une autre personne m'a impacté dans ma vie, c'est Moulay Hafid El Alami. Et pour l'anecdote, c'est un monsieur que je ne connaissais pas. Et quand, avec mes copains, on prenait des goûters pour réfléchir à des idées de business, et qu'on trouvait que le Maroc était très dur en termes de compétition, parce que la compétition, pour se lancer, est très, très dure. Bah, j'ai dit à mes amis, bon, je reviens à mes premiers amours, Procter est le seul. Procter Maroc était la seule entreprise à l'époque qui gérait sa distribution directement. Oui. J'étais fou. Je suis allé les voir. Je leur ai dit, écoutez, vous êtes les seuls dans toute la région qui êtes propriétaire de votre distributeur. Ça s'appelait Communivers. Je voudrais le racheter. Ils m'ont regardé. Je me rappelle, c'était 2 Français, Jean-Louis Delamarre. Vous pouvez le voir sur LinkedIn. Aujourd'hui, il est chez Hublot. Et un autre directeur financier qui s'appelle Malzac, Laurent Malzac, et qui a ouvert des McDo en France. Et ils m'ont regardé avec des yeux ronds. Ils ont dit, ouais, mais t'as pas les moyens. J'ai dit, j'ai les moyens. Ils m'ont dit, prouve-le. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé un rendez-vous à Moulay Hafid El Alami, que je ne connaissais pas, qui ne me connaissait pas. Je suis allé le voir, je lui ai dit, voilà, j'ai une idée, je veux devenir distributeur de Procter au Maroc en rachetant Communivers. Il m'a dit combien ça coûte. J'ai dit ça coûte 50 millions de dirhams. Peut-être 100. Mais c'est une belle affaire et voilà pourquoi, et voilà pourquoi, et voilà pourquoi. Donc j'ai fait un concept sell. Et la réponse de Moulay Hafid était, donne-moi 48 heures et je te reviens. Sûrement, il a fait un extended background check en 48 heures sur qui j'étais, ce que je faisais, etc. Il m'a rappelé, je l'ai revu, il m'a dit, je marche avec toi. Et donc, je rappelle Malzac et Jean-Louis Delamarre, et je leur dis, j'ai la preuve. Et ils nous reçoivent dans une salle de réunion à l'hôtel Hyatt Regency.
On est en 2005. Ouais. 2004, 2005. 2004, 2005. Et à l'époque, il n'y avait même pas... En fait, je me rappelle Moulay Hafid qui rentre dans la salle de réunion, qui sort un papier canson, un papier calque, qui l'ouvre. Et en fait, c'était un papier canson calque qui montrait l'organigramme de son groupe. Il avait acheté Senia, il avait des boîtes dans la distribution de clothing et de textiles. Il avait des centres des call centers. Et il leur dit, voici mon groupe. Je suis en train de faire un closing d'une compagnie d'assurance qui est Saada. Donc c'est Nia Saada, ouais. Donc c'était Saada. Et il dit, j'ai pas beaucoup de temps parce que je suis en plein closing. Jusqu'à 50 millions de dirhams, je suis ce jeune homme. C'est sorti de sa bouche. Incroyable, incroyable. C'était en 2005, c'était il y a 20 ans. Ouais. Donc oui, c'est incroyable, mais comme quoi, il y a encore des gens qui peuvent impacter la vie d'autres. Donc il a impacté ma vie. Bon, finalement, Procter a dit non. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a eu un impact dans ma vie. Magnifique. Et donc en tant que coach, mentor. Et puis voilà. Donc, et il y en a d'autres que je ne citerai pas aujourd'hui et que je voudrais remercier parce qu'ils se reconnaîtront. Bien sûr. Non, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres sujets dont on n'a pas parlé aujourd'hui ? Oui, on peut parler de la famille. Je suis très fier de ma famille. J'ai un garçon qui a 23 ans, qui s'appelle Hadi. Il a fait un bachelor à l'ESCP, après un bac au lycée Lyoté. Ensuite, il a travaillé en tant que stagiaire chez Procter & Gamble et ensuite avec moi dans ma holding, où je l'ai aidé à comprendre certaines choses et de voir les choses avec une dimension différente. Et ensuite, il a pu décrocher un master en finance à l'ESSEC et un master en management à l'INSEAD. Il a choisi d'aller à Fontainebleau. Donc il y est, il va aller au campus de Singapour bientôt. Magnifique. Et je voudrais lui souhaiter beaucoup de succès. Parce que c'est un garçon gentil et brillant. Ensuite, j'ai ma fille, Sophia, qui, après un bac au lycée Lyoté, a intégré la Sorbonne en droit. Elle est en 2e année de droit maintenant. C'est une fille qui est très sérieuse et qui travaille bien, dont je suis très fier. Et qui aura un avenir très très brillant dans les métiers du droit, en sachant qu'elle va probablement bifurquer, elle aussi, après, vers des études de management. Business, ouais. Et ensuite, j'ai une dernière qui s'appelle Farah, qui a 15 ans, et qui a un esprit extrêmement entrepreneurial. Déjà. C'est la dernière. Déjà, oui, elle veut faire sa place en tant que dernière. C'est généralement ce que font les derniers, et qui fait que j'ai confiance en elle et en ses capacités à pouvoir délivrer. Et elle a un niveau d'intelligence émotionnelle et sociale dont j'ai parlé tout à l'heure qui est exceptionnel. Et donc, je suis très fier de mes enfants. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est la plus importante dans la vie. Réussir, ne pas réussir, avoir de l'argent, ne pas avoir de l'argent. Pour moi, il y a 2 choses importantes dans la vie. C'est réussir l'éducation de ses enfants. Et ça n'a pas de prix. Et ensuite, gérer sa santé. Et c'est peut-être là où j'ai un petit peu failli, puisque j'ai toujours été en surpoids. J'ai déclenché un diabète à cause du stress, du cortisol, parce que j'ai une fast life, etc. Mais bon, on ne peut pas tout bien faire. Peut-être que j'aurai une espérance de vie un peu plus courte. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vécu pleinement ma vie et j'espère pouvoir le faire et continuer à le faire en faisant quand même attention à ma santé à partir de maintenant
et en continuant à accompagner mes enfants et mon épouse dans le cadre d'un cadre familial équilibré et surtout dans les principes et les valeurs de notre pays et de notre famille qui ont toujours été importants pour nous. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il faut continuer à communiquer, pas communiquer? Moi, je suis partisan de communiquer parce qu'il faut savoir partager ses expériences. Et le fait de partager ses expériences va aider les autres à pouvoir faire des choses. Et je serai toujours là pour la jeunesse de mon pays, pour partager, aider, incuber et faire en sorte à ce que notre pays continue à se développer et grandir. Magnifique. Je pense qu'on ne peut pas mieux finir que sur ces mots, sur la famille, sur ton amour pour le pays, etc. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup. En tout cas, pour moi, c'était un grand plaisir. Merci. Une discussion passionnante où j'ai beaucoup appris, Merci. déjà personnellement. Donc je pense que dans l'audience aussi, ça apprendra beaucoup de choses à tout le monde. Donc merci beaucoup et tu reviens quand tu veux pour la suite. Parce qu'il y a plein d'autres sujets dont on n'a pas parlé. Inch'Allah. Parce qu'en 1h30 ou 2 heures, bien sûr, c'est pas suffisant. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et voilà, à la Tout le prochaine. plaisir était pour moi. J'espère que les auditeurs du podcast vont trouver cela intéressant. Je pense que je pourrai répondre à toutes leurs questions à travers LinkedIn. Ils savent où me trouver. Et puis, encore une fois, on va tout faire pour pouvoir créer un environnement pour les start-upers et les jeunes pour les aider à réussir dans la vie. On est là pour ça. On a eu de la chance. Il faut redonner un peu de la chance qu'on a eue aux autres. Et c'est comme ça que je vois les choses. Magnifique. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi liker cet épisode et le partager à 2 personnes autour de vous. Ça nous aide beaucoup pour continuer à vous proposer des invités super intéressants. Merci et à la prochaine.